Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 janvier 2023. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs. Nous sommes à Montréal le 4 janvier 2023. Alors, selon le fuseau horaire, soit à l'instar de Jean-Louis Giovannoni, qui écoute les vidéos le matin. Merci Jean-Louis de vos mots que vous nous avez envoyés par mail, courriel, hier et aujourd'hui. Et merci aussi à tous ceux qui se sont manifestés, et même à ceux qui ne se sont pas manifestés, mais que je sais qu'ils ont quand même pensé un certain nombre de choses positives, va sans dire. Je salue aussi mon ami Michael d'Auvergne, Gabriel K, phonographie, mon ami David Giroux, mieux connu sous le nom du Huron, le Huron dubitatif. Et voilà. Je sais que j'en oublie de toute façon, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas quelques-uns d'entre vous, vous êtes là, fidèles au rendez-vous, et moi aussi je suis fidèle au rendez-vous. En fait, je suis votre obligé. Vous m'obligez, mais de manière tout à fait amicale. Et hier, je vais parler d'Emmanuel Loyer, L'impitoyable aujourd'hui, essai, et j'ai omis, je pense, de vous lire le passage. Ça va être court, elle va être courte la vidéo d'aujourd'hui, ou de ce soir, ou de ce matin, c'est selon. Car c'était journée de congé aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas ouvert de livre, Fabienne et moi. Et nous avons traversé la ville. Nous sommes partis du nord-est de la ville, là où loge l'atelier librairie. Et nous sommes allés très, très avancés dans le sud-ouest. Alors, nous avons marché par ce temps tout à fait clément. Nous avons marché près de 20 km et peut-être même 20 km. Et tout ça d'un rythme, d'un pas lent, en observant le paysage autour de nous, en s'aérant l'esprit, en envisageant les plans pour l'année qui éclot à peine. Et dans cet ouvrage, L'impitoyable aujourd'hui, pour en revenir à l'essentiel, Emmanuel Loyer est tout à fait discrète sur une épreuve personnelle qu'elle a subie. Et j'aurais envie de dire, elle est discrète à la manière européenne. C'est-à-dire, c'est feutré, on peut subodorer, émettre une ou l'autre hypothèse quant à la déconvenue qu'elle a subie, ou peut-être des problèmes de santé, ou en fait, mais elle ne s'attarde pas. Ce qu'elle nous dit cependant, c'est qu'elle a, lors de la pandémie, en fait, qu'elle a vécu une épreuve personnelle, conjuguée à la pandémie, premier confinement, elle s'est tout à fait retrouvée, ravie d'être propriétaire d'une très riche bibliothèque. Et autant de viatiques permettant de passer à travers l'épreuve. Et elle s'est donc tournée vers sa propre bibliothèque pour y puiser des forces, pour y trouver peut-être des raisons de continuer, d'espérer peut-être, ou peut-être encore des raisons de continuer à réfléchir, car les intellectuels, les historiens, les historiennes, les poètes ne cessent pas d'avancer dans la vie en fabriquant des raisons de continuer dans la vie. Ne cessent pas de, j'aurais envie de dire, presque dans certains cas, ils traînent avec eux leur bibliothèque. La bibliothèque n'est pas qu'un espace immobile, c'est aussi un espace qui se déploie devant soi. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais vous lire, je vais revenir, alors c'est vraisemblablement, ce sera le premier livre de l'année 2023, au titre qu'elle a emprunté elle le dit d'emblée dans la préface. Oui, voilà.
de Jean Guéhenno. Auteur qu'on ne... Oui, là, maintenant, il émet un doute. Peut-être est-ce Jean-Richard Bloch. Et c'était aux premières heures sombres de 1940. Et l'impitoyable aujourd'hui. Un titre merveilleux, mais merveilleusement inquiétant aujourd'hui, qui nous... Ah, voilà. Et c'est assez intéressant. Il nous rappelle au fond que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la défaite de 1940. C'est plutôt que Jean Guéhenno, en 1937, revenait de son pacifisme viscéral, je cite Emmanuel Loyer, et qu'il observait autour de lui la montée de la peste brune. Oui, son journal des années noires est très intéressant. J'ai souvenance de l'avoir hâtivement parcouru, mais je peux révéler ici une information qui pourra intéresser les amateurs du cinéaste Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, je sais de sources sûres, puisqu'il me l'a dit, il avait fort goûté le journal des années noires de Jean Guéhenno. Il avait beaucoup apprécié ce livre. Alors peut-être retrouverons-nous dans ces films quelques traces de cette lecture qui lui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Il nous dit également qu'elle fait des lectures du soir, elle lit la nuit. On a en tête cet aphorisme de Cioran que je cite de mémoire, bien entendu. Ouvrir un livre au milieu de la nuit, c'est déshonorer l'insomnie. Mais c'est ainsi que nous occupons nos insomnies. Et les livres lus la nuit ont un retentissement sur notre psyché, un retentissement secret, discret, qui finit par, peut-être par agir comme une eau de pluie la nuit, vous voyez. Et cette émanation, aurais-je envie de dire, peut-être peut nous ensemencer sans effort aucun. Il y a un travail de subconscient. Oui, elle évoque une claustration heureuse. Alors oui, elle évoque ce premier confinement qui nous a tous médusés. Moi, en tout cas, je n'en suis pas. Je me demande même si j'en suis revenu. Je me revois les derniers jours du mois de mars, quand je me revois le 24 mars 2020, fermant la boutique, fermant la librairie, me demandant quand j'étais pour la rouvrir. Et un commerçant, un petit commerçant, ça ne ferme jamais, même lorsque nous vaquons à d'autres activités ou que nous avons l'occasion, enfin, de prendre quelques jours de répit. La librairie, elle est toujours là, même si nous n'y sommes pas, il y a une part de nous qui y est toujours. Alors, voilà. Je vais lire le passage, mais je vais revenir plus longuement, de manière plus élaborée, pour vous offrir un compte-rendu plus étoffé. Oui, hier, j'évoquais devant vous, et je pense que ma digression m'a éloigné loin de mon sujet d'origine.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Michel Onfray, à cette bouffonnerie que de se déclarer moine soldat dans un plateau, sur un plateau de télé. Alors je me dis, bon, ben, il y en a qui ont le sens de la parodie sans même le savoir. Il y a les déclarations de Houellebecq aussi, bon, que vous avez entendu. Et je pense que peut-être la décrue de ses ventes, de son dernier ouvrage, y est pour quelque chose dans cette esbrouffe, dans cette manifestation grotesque, incendiaire, et qui, pour ma part, j'ai dit tout le bien que je pensais de son premier livre, tout le bien, un peu moins bien de son deuxième, et pour moi, il y a une... Et Sérotonine est un livre absolument médiocre. J'ai commis une vidéo à l'époque, lors de la sortie de ce livre, et j'y avais relevé, à mon avis, tous les errances au niveau scénaristique et l'invraisemblance du personnage principal qui cite à tour de bras des auteurs, et des auteurs assez précieux, tout en se piquant de n'avoir jamais ouvert un livre. Alors pour moi, je comprenais que le personnage principal était une sorte de marionnette ventriloque qu'agitait Houellebecq pour y faire passer quelques-unes de ses idées. Et qu'on se retrouvait finalement les trois principaux derniers tabous de notre société. C'était, bon, la bestialité. Vous vous rappelez de la scène où il découvre que son amoureuse japonaise fait l'amour avec des chiens. Le deuxième épisode où il découvre que son voisin, d'origine allemande, se livre à des activités pédophiliques. Et enfin, le troisième où, jugeant l'enfant de son premier amour, un rival qu'il doit éliminer, mais qui n'élimine pas pour finir, eh bien, on se retrouve avec ce troisième tabou, qu'est l'infanticide. Alors je me suis dit, bon, il a mis sur la table les trois principaux tabous qui agitent encore notre société. Les trois derniers tabous, j'aurais envie de dire, et après, il finit par une évocation du Christ et tout le monde, la caste médiatique, qui vraisemblablement n'a pas vraiment le temps de lire, porte au nu sans arrêt, c'est un grand écrivain, grand écrivain, grand écrivain. À la fin, je pense que ce terme de grand écrivain finit par tellement être galvaudé que tout le monde qui écrit, qui se pique d'écrire, peut-être pense-t-il en son fort intérieur qu'il est le dernier grand écrivain. Alors peut-être que moi je pense que je suis le dernier grand lecteur. À partir d'un certain âge, on se met à relire. Pendant le confinement, nous avons fait le tour de nos bibliothèques, petites ou grandes, interrogeant les volumes parfois empoussiérés comme réservoir de relecture potentielle. Si lire engage une riche expérience du temps, relire démultiplie encore cette exploration, car en plus des strates déjà évoquées, on aura tantôt affaire à la personne devenue inconnue qui fit la première lecture, ainsi que parfois à quelques traces de cette lointaine époque, un surlignement brutal, des marginalia, un numéro de téléphone fixe. Tantôt à celui ou celle que l'on est devenu, lecteur ou lectrice d'un autre livre. La grande joie des relectures tient dans cet effet de surprise. C'est dans le même qu'est le différent. Ceux qui négligent de relire, écrit Roland Barthes, s'obligent à lire partout la même histoire. La relecture abolit le temps d'une autre manière, en négligeant l'excitation de la narrativité et du suspense. Désormais, on se fiche de ne pas saisir les subtilités de l'histoire
Et l'on s'abîme au contraire dans les évocations, remémorations ou digressions, un peu à l'inverse de la lecture scolaire de Balzac, lorsque les collégiens, pressés, sautent la description de la pension Vauquier. Qui relie les enfants et les vieux, et les universitaires, professionnels de la chose, mais ils ne comptent pas ici. Cette pratique répétitive, mais comme une gamme, que serait la relecture, est donc en fait une vraie lecture, résistant à la dévoration, consommatrice de notre époque d'abondance. La relecture nous installe dans un temps mythique, sans avant ni après, nous permettant de voguer tranquillement sur les flots de l'existence et d'arriver au port sans envie de perdre ni de recommencer sa vie. La vieillesse, tenez, je poursuis. La vieillesse comme vita nova. Pourquoi faudrait-il se désoler de vieillir? Le grand âge est un peu comme ces contrées lointaines qui n'existent que dans le regard de l'autre. Comme l'exotisme, c'est une notion ethnocentrique. On est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Seules les personnes dites âgées sont d'ailleurs celles dont on ne compte plus les années. Au fur et à mesure, elles deviennent hors d'âge. Le temps n'existe plus. Comme le dit Simone de Beauvoir à propos des femmes, on ne naît pas femme, on le devient. De même ainsi que le reconnaît Lynn Hunt, on ne naît pas vieux, on le devient. Mais avec une différence. Dans ce devenir-ci, tout est subi. C'est là encore une de ces butées à l'impérialisme du moi. Il faut bien s'y résoudre, s'y soumettre, que l'on soit homme ou femme, et bien que les femmes vivent plus longtemps, ce qui rend leur fin moins agréable, car dépeuplées des personnes aimées, dans un univers privé des charmes de l'amitié. L'histoire littéraire offre deux tableaux d'une vieillesse révolutionnée au regard de la conception que notre société accorde au grand âge, c'est-à-dire un calvaire, une maladie, ou pire, une incitation effrénée à y résister, comme si on pouvait résister à la mort elle-même. Il y a George Sand, retranché après la déception politique de juin 1848 à Nohant, mais vivant encore plus d'une vingtaine d'années paisibles, loin des amours orageuses, avec un compagnon dont l'histoire n'a pas retenu le nom, entouré d'enfants et de petits-enfants, en relation épistolaire avec nombre de grands esprits. Elle herborise, fait du théâtre, poursuit ses collections minéralogiques et ses lectures nocturnes. Et puis, il y a plus clairement encore Colette, François S. retient ceci, Colette qui, déjà dans la naissance du jour, note du lecteur libraire, La naissance du jour est un livre merveilleux, avait annoncé le renoncement raisonné et soulagé à l'amour. On la cite. Une des grandes banalités de l'existence, l'amour, vient de se retirer de la mienne. Songe le personnage féminin en enlevant le deuxième couvert à table. Cette femme, un double de Colette, ajoute en toute candeur, l'instinct maternel est une autre grande banalité. Sortis de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux, mais on ne sort pas de là quand ni comment on veut. Lady Slane, l'héroïne de Vita Sackville-West, en est sortie à la mort de son époux. Femme fidèle et effacée de son grand homme de mari,
vice-roi des Indes et fleuron de l'aristocratie britannique, elle est pourtant loin d'être brisée lorsqu'elle se retrouve veuve à 88 ans et décide, au grand scandale de ses enfants, d'agir enfin à sa guise. Elle vend la propriété familiale, se retire dans une petite maison à son goût, à Hampstead, dans ce quartier bohème et tranquille de Londres, à l'époque, dans les années 1930, loin des mondanités, loin des siens surtout, dans une solitude choisie et seulement interrompue par la venue de quelques personnages pleins de fantaisie qui la charment. Dans son jardin immobile, lézardant au soleil tel un vieux reptile, Lady Hurst s'abandonne à ses sensations et à ses souvenirs. Adossée à la mort, elle pouvait enfin contempler sa vie. Et pendant ce temps, l'air vibrait du bruissement des abeilles. Si son mari a vécu sa vieillesse comme un triomphe, tout de même mis à mal par sa mort, Lady Hurst connaît enfin dans son jardin d'Hampstead l'accomplissement que la vie lui avait ravi autant que sa vocation artistique. Toute passion abolie, donc selon le très beau titre du livre de l'ami de Virginia Woolf, le grand âge acheminant la mort assure en échange une ouverture et une disponibilité à soi toute nouvelle, quasi japonaise. Loin d'être cette voyageuse de nuit, décrite par Chateaubriand, antichambre du royaume de Dieu, craint autant qu'attendu, le grand âge est bon à penser, ainsi que le disent les anthropologues. Comme les enfants, comme les femmes, comme la littérature et la lecture, il fonctionne telle une ruse de l'histoire moderne, médiateur de décélération, de déprise. Il oppose en acte une critique du volontarisme démiurgique de l'homme, de l'infinité du désir d'affranchissement et de transformation. Le véritable âge d'or, et non senior, est bien de nous délivrer de l'urgence et de nous faire repenser et enrichir notre rapport au temps entre l'acceptation et l'inéluctable diachronie, le temps disruptif de l'action et parfois de la passion, celui du malheur également, et le consentement au cycle, aux spirales, aux saisons, tout en comprenant que chaque tranche de vie contient toutes les autres selon un mode métamorphosé. Alors, c'est un peu l'idée de James Hillman, hein? On se rappelle une des vidéos, ou 2 ou 3 peut-être, commises à l'hiver 2022. James Hillman qui dit que dans le jeune homme, non pas J le vieillard, mais s'anime le vieillard. Et dans le vieillard, le jeune homme est encore là. Et que le jeune homme qui déteste le vieillard qu'il va peut-être croiser sur son chemin dans la rue, par avance déteste le vieillard qu'il deviendra également. Ou le vieillard qui déteste le jeune homme qu'il croisera également dans la rue, déteste de manière rétroactive le jeune homme qu'il a été jadis. Alors donc, il faut pouvoir accepter tous ces âges-là. Et peut-être arrive-t-il à un âge où tous les âges sont contenus. Peut-être est-ce le grand âge, mais peut-être pour les êtres d'imagination que nous sommes et d'empathie, peut-être pouvons-nous déjà nous glisser ou appréhender la saison du grand âge qui viendra. Elle dit, ce passage-là, où elle accueille des personnages fantaisistes. Et
je pense aussi, c'est un élément important, de pouvoir s'entourer d'êtres qui sont iconoclastes. Alors moi, je sais qu'à mesure que j'avance dans cette existence, les esprits lourdeaux, les esprits, j'espère ne pas l'être trop, les esprits chagrins, les esprits, oui, pessimistes, le pire est certain. Bon, ça c'est réglé. On aime les esprits guillerins, les gens qui ont de l'humour, les gens qui ont de la fantaisie, les gens qui ont du panache, qui ont de l'audace. Et en vieillissant, déjà, je ne dirais pas qu'on s'y prépare, Fabien et moi. Mais moi, j'aime avoir des photos de vieillards qui sont habillés avec grand style. Non pas qui font jeune, mais qui ont du panache, qui ont de la tenue. Et sans doute, avec l'arrivée de cette 5e saison, qui n'ont pas le grand âge, nous n'y sommes pas, mais à pas menu, nous nous avançons quand même dans une sorte de vieillesse, eh bien, j'envisage en tout cas de modifier mon apparence physique pour la rendre plus, on va dire, plus fantaisiste, assurément. Alors oui, un monde métamorphosé, ainsi Benjamin Constant, saluant l'amour qu'il conçut pour Madame de Staël, habité par le retour de son fantôme, dans une vibration de tout l'être intime qui rejoint la rêverie historique lorsqu'il déclare de façon bouleversante, de temps en temps, à d'assez longs intervalles, je rêve d'elle. Et ces rêves mettent dans ma vie, pour quelques heures après que le rêve est venu, un mouvement inusité, comme quand nos soldats passaient auprès d'un grand feu à Slomensk ou sur la Bérézina. Ben voilà. Oui, ben voilà, c'est assez la métaphore de l'amoureux qui revit par le rêve, le feu de la passion, s'accompagne aussi par le fracas de la guerre. Et même si le fracas s'est retiré hors des rêveries nocturnes, il est accompagné par le brouhaha lointain des armées qui se retirent. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, qui bondit comme je vous dis, je vais y revenir de toute façon, je ne le lâche pas tant que je ne l'ai pas terminé. Parce que c'est un livre d'une historienne aussi qui fait des incursions dans le monde littéraire. Vous disais-je hier, elle m'évoquait la possibilité que peut-être, et quelques historiens l'ont fait avec elle aussi, que la littérature était une bonne manière d'appréhender les événements passés, en y insufflant de l'émotion, de la passion, de l'empathie, et des images inédites aussi, des reconstitutions par l'esprit de scènes, de grandes batailles ou de petites déroutes aussi. Mais de l'histoire, quand même, il faudra quand même se méfier un peu, d'une certaine manière, j'aurais envie de dire. Car l'histoire est également propice à des enfièvrements, elle est propice à des justifications, on le voit hein, par les temps qui courent, à des justifications meurtrières. Et le souvenir de fautes passées, de crimes passés, non expiés ou non jugés, alimente le courroux, alimente la fièvre sanguinaire et justifie des abominations. Alors donc, oui, chaque chapitre, l'universitaire on ne se refait pas, est accompagné d'une bibliographie. Alors ça
on a envie d'aller creuser plus loin, ou on a envie d'aller explorer, ou d'aller vérifier simplement. Elle cite ses sources, les propos qu'elle tient. Alors, comme dans ce chapitre-là, un art du temps. Alors, sont convoqués Jean-Christophe Bailly, Panoramique, publié chez Christian Bourgois, Roland Barthes, SZ, aux éditions du Seuil, Roger Chartier, Lecture et lecteur dans la France d'Ancien Régime, Seuil, Lynn Hunt, ou Hunt, Femme, une singularité française, temps et contrainte dans la vie des femmes, Le Débat, la revue Le Débat, qui n'existe plus, 1995, Emmanuel Loyer, Mona Ozouf, Les âges de la vie, Mona Ozouf, Portrait d'une historienne, chez Flammarion, Marielle Massé, Façon de lire, manière d'être, chez Gallimard, Laure Murat, Relire, chez Flammarion, Mona Ozouf, Les mots et des femmes, Fayard, Michel Perrault, Histoire de chambre, La librairie du 21e siècle, aux éditions du Seuil, cette magnifique collection. Marcel Proust, hein, Journée de lecture, dans Pastiche et mélange, 1819. Et enfin, Toute passion abolie, de Sackville-Ouest, Vita Sackville-Ouest, publié chez Autrement, traduit chez Autrement, parce que le titre, la première édition, l'édition originale en anglais a été publiée en 1933, et donc ça a été publié chez Autrement en 2021. Alors, l'impitoyable aujourd'hui, je vais y revenir, c'est certain, mais déjà, le chapitre sur Lucien Febvre m'intéresse particulièrement, je vais vous dire. L'historien qui a créé les annales, ici Ivo Andrić, l'écrivain croate, si je ne m'abuse, en tout cas qui a remporté, qui a eu un Nobel, me semble-t-il, m'interpelle aussi. Ouais, Le pont sur la Drina. Je sais qu'il sera question de ce livre absolument extraordinaire, Vie et destin de Vassili Grossman. Alors c'est tout pour ce soir, je vous reviens demain. Demain, c'est le retour à la librairie. Nous n'allons pas arpenter cette ville. Et je suis de retour dans mon espace clos, mais ô combien ouvert sur l'esprit. Et je prendrai sans doute un 2h, un 2h30 pour vous rendre compte d'un autre chapitre. Non, c'est vraiment intéressant. Pierre Classe, La société contre l'État, c'est un livre majeur aussi. Primo Levi. Si c'est ça un homme, qui en fait aurait dû être traduit par Si c'est ça un homme. Vous comprenez? Si c'est un homme, ça laisse entendre, ben, c'est purement une description. Tandis que si c'est ça un homme, ouf, on va dire, c'est pas si drôle que ça. Allez, à demain.